secret de polichinelle aujourd'hui que l'Israël ne peut pas faire une guerre seul et la gagner sans l'aide des Américains et des Britanniques. Ils ont montré leur faiblesse face à l'Iran. On chantait les louanges de Netanyahou, comment l'armée israélienne est puissante. Tsahal, les avions F-16, F-35, c'est l'avion de dernière génération, la technologie très avancée, le programme balistique, vraiment les scientifiques, la Mossad. Oui, il faut le reconnaître, côté Mossad. Ils ont fait un travail avec l'aide américaine qui est vraiment à féliciter parce qu'ils considèrent l'Iran comme l'ennemi. Et ils ont infiltré les cercles fermés de l'armée iranienne et ils ont pris pour cible les généraux iraniens. On peut le dire, c'est bon. Mais là où ils ont failli, c'est des calculs, des petits calculs qu'ils faisaient. On est plus fort que l'Iran. On va les frapper comme ça va les affaiblir. On va les attaquer par surprise et ça va les affaiblir. Vous êtes en pleine négociation, ou du moins, les Américains sont en pleine négociation avec l'Iran. Vendredi, vous les attaquez alors qu'il y a une autre négociation qui devait avoir lieu dimanche. Donc, on comprend que Donald Trump et son administration ont roulé les Iraniens dans la boue. Ils ont piégé les Iraniens et même tous ceux qui travaillent au sein de ce gouvernement, les militaires, ont été roulés dans la boue. Est-ce que l'Iran pourrait un jour faire confiance aux Américains? That is the question. Si je suis à leur place, oui, il faut toujours négocier, c'est bien. C'est bien de trouver un terrain d'entente. Mais il faut aller négocier là où vous avez plus confiance. Pas de Oman, mais en Russie. Là, ça sera un peu très compliqué. Même en Chine. C'est là, moi, dirigeant iranien, c'est le pays, c'est les destinations que je vais choisir pour aller négocier sur les nucléaires. Il faut négocier, il faut toujours négocier. C'est pas correct de fuir la table de négociation. Mais seulement, vous devrez être ferme aussi sur vos exigences. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas un pays qui est plus important que l'autre. Un pays qui a le droit d'avoir le nucléaire civil, l'autre n'a pas le droit d'avoir le nucléaire civil. Un pays qui a le droit d'avoir la bombe atomique, un autre qui n'a pas le droit d'avoir la bombe atomique. La bombe atomique doit être abolie, interdite. C'est de ça qu'il est question. Et l'Israël n'est pas dans ces traités de prolifération nucléaire, ni des armes non conventionnelles. L'Israël n'est pas dedans. Pourquoi? Pourquoi les Américains laissent faire? Pourquoi les Britanniques laissent faire? Pourquoi les Otaniens laissent faire? Vous voyez? Ils sont tombés dans leur propre piège. Désolé les amis, va mettre dans notre talk French. Double langage, double standard, c'est ça l'Occident pour vous. Donc ouvrez bien vos yeux et vos oreilles pour mieux voir et écouter les différents mensonges qui viennent de ce côté-là. Ils ont essayé de manipuler l'opinion publique mondiale, ça ne donne plus aujourd'hui. Parce que la création de réseaux sociaux est venue mettre un thème à cela. Ils n'avaient pas compris. Ils ont pensé à un moment donné qu'ils vont créer des réseaux sociaux pour pouvoir manipuler les Africains et les mettre toujours dans la subjugation. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est les médias sociaux, les réseaux sociaux. Les amis, j'ai regardé des images de Slamine, un éditorialiste sur TV5 Monde. Vraiment formidable style. Et dit en français facile que l'Iran a montré la faiblesse de l'Israël. S'il n'y a pas de soutien américain ou britannique, l'Israël ne peut rien faire. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Oui, c'est moi. Appelez-moi le Nzé. Je vais vous montrer en 3 temps ces images. Premier constat, on sait maintenant concrètement qu'Israël ne peut ni attaquer ni se défendre sans l'aide de ses alliés, notamment de l'allié américain et probablement aussi du Royaume-Uni. Jusqu'ici, on disait qu'Israël était une puissance nucléaire, balistique, cyber et qu'elle pouvait mener une guerre à peu près avec une très grande part d'autonomie. Premier point. Deuxième point, le territoire israélien n'est plus sanctuarisé. C'est-à-dire maintenant, les Iraniens ont pu toucher, y compris la Kyria, c'est-à-dire le ministère de la Défense, qui est le seul qui n'est pas à Jérusalem, il est à Tel Aviv. Mais aussi des bases militaires ont été touchées. Ça veut dire la sanctuarisation, qui jusqu'ici en Israël était un tabou énorme, puisque jusqu'ici, Israël a mené ses guerres sur le territoire de l'ennemi, au Liban, en Égypte, au Sinaï. Là, il reçoit des missiles dans sa propre... Belle analyse, un constat clair. Sans les Américains et les Britanniques,
le ciel israélien est violable. Est violable. Donc, les dômes de fer, dômes de ceci, nous sommes ceci. Ce n'était que le bavardage inutile. La réalité de la guerre, c'est quand on commence la guerre. Dans la capitale économique et politique. Troisième élément, pourquoi cette dépendance? Parce que pour la première fois depuis la guerre du Kippour, depuis 1973, Israël affronte un véritable État. Jusqu'ici, l'armée israélienne, toute puissante, n'a guerroyé que contre des milices palestiniennes ou libanaises ou houthis. Là, pour la première fois, depuis 50 ans, depuis 52 ans, un affrontement Israël affronte un véritable État qui, comme le disait Guillaume Ancel, est à 1600 km de distance. Ça change tout. Et concernant l'Iran? Alors, l'Iran, bon, on a vu les insuffisances et la perméabilité des structures de commandement iraniennes qui révèlent de très grandes faiblesses. Donc, première révélation, la très grande faiblesse de la structure. Aussi bien au Hezbollah qu'en Syrie, les alliés étaient du papier mâché de certaine manière. Mais... Je dis, il fait un bon constat. C'est-à-dire que c'est un constat qui est clair. On a tellement vanté les mérites de l'armée israélienne. Mais faire la guerre de Kippour, c'était une guerre. Et les Américains et les Britanniques étaient dedans. Dans les années 70, au début des années 70. Maintenant, faire la guerre contre les milices comme Hezbollah, comme, comment on appelle, Hamas, comme au Yémen, est différent de faire la guerre contre un pays, un grand pays, un pays vaste, un pays avec des hommes intelligents. C'est différent. Et l'Iran a su normaliser ses relations avec les pays du Moyen-Orient. Netanyahou n'a pas vu cela. Quand l'Iran normalisait sa relation avec l'Arabie Saoudite, il croyait que c'est la blague. Oh, les Américains ont essayé de torpiller. Ça n'a pas donné. Voilà les conséquences aujourd'hui. Il est en train de subir et il est en train de humilier l'armée israélienne. Il est en train de faire humilier le peuple israélien. Et j'ai écouté des vidéos, ça et là, des Israéliens qui disent, c'est vous qui avez commencé ce truc. Personne ne vous a envoyé attaquer l'Iran. Vous avez attaqué, on est en train de subir aujourd'hui. On n'a pas de gouvernement. Nous sommes fatigués de vous. Et là, ça donne cela. Notre surprise, c'est que la capacité de rebondir, c'est que le régime s'est ressaisi, il a remplacé les commandants éliminés et il continue encore d'infliger, en tout cas de réagir et d'infliger quelques dommages à Israël. Mais il n'a pas l'aide de la Russie. Reste exactement. Il y a le Pakistan qui commence à bouger. Les Pakistanais disent qu'on sera peut-être les prochains sur la liste et donc on ne va pas rester les bras croisés. Et il y a évidemment le silence de la Russie, de la Chine et de la Turquie qui ont condamné. Les pays arabes du Golfe ont condamné. Ce qui se passe, pour terminer, c'est que si Israël dépend de l'aide américaine et britannique, s'ils veulent, comme disait Guillaume Ancel, frapper les structures qui sont souterraines, ça veut dire qu'il faut que les Américains envoient des armes de catégorie supérieure et ce serait donc un cas de co-belligérance. Merci Slimane pour ce décryptage. Donc comme je disais, qu'est-ce qu'il raconte? Le constat est clair, très clair. La faiblesse de M. Netanyahou, la faiblesse de l'organisation militaire israélienne, c'est la faiblesse sur toute la ligne. Les Américains sont leurs protecteurs. C'est pour cette raison que M. Netanyahou appelle aujourd'hui à qui? Il appelle à l'aide Donald Trump. Il a même demandé à Donald Trump d'appeler Poutine. Il veut négocier, mais il bombe toujours le torse parce qu'il ne veut pas se sentir comme quelqu'un de faible. Il y aura des négociations et l'Iran va dire qu'ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'ils ont prouvé au monde arabe et au peuple du monde entier que Netanyahou est un bluffeur. Oui, et c'est un homme dangereux. Thank you, friends. I don't go